Élèves de terminale S, bonjour, voici une nouvelle leçon. Il s'agit maintenant d'étudier la cinétique chimique. Alors le programme, vous voyez que vous devrez aborder les notions de réaction lente et réaction rapide et durée d'une réaction chimique. Vous avez peut-être déjà compris que la cinétique chimique, c'est de la chimie dans laquelle on introduit le facteur temps. Vous voyez également que, en ce qui concerne les compétences exigibles, c'est écrit en italique, autrement dit, il s'agit d'un TP, c'est pourquoi nous parlerons un peu de ce qu'on peut faire en TP. Vous devrez donc suivre une réaction lente par CCM et en estimer la durée. Une transformation est lente si l'évolution dans le temps peut être suivie pendant plusieurs secondes, minutes ou heures ou jours, à l'œil nu ou avec des instruments très simples, comme nous le verrons dans une prochaine leçon par spectrophotométrie ou pressiométrie. Manomètre, c'est un appareil qui mesure la pression. Une transformation inversement est rapide si sa durée est inférieure ou égale à la durée de persistance rétinienne. Ça veut dire que mon œil n'est pas capable de voir que la réaction commence puis finit. Mon œil a l'impression que la transformation est instantanée. Considérons la transformation chimique dans laquelle nous faisons réagir des ions thiosulfate avec des ions oxonium pour produire un solide qui est du soufre, un gaz qui est du dioxyde de soufre. Alors attention, nous n'avons pas écrit G comme gaz ici parce que comme le gaz est soluble dans l'eau, eh bien au début du moins, il n'y aura pas de bulle. Puis de l'eau. Alors vous savez que quand on est en solution aqueuse, on ne peut pas mesurer la quantité d'eau qui apparaît. Bien. Maintenant, quelle est la couleur de l'ion thiosulfate? Incolore. La couleur des ions oxonium? Incolore. Quelle est la couleur du solide soufre? Eh bien c'est un solide jaune. Le gaz dioxyde de soufre est incolore et l'eau, vous le savez, est incolore. Autrement dit, la seule entité chimique colorée, c'est le soufre, qui est un solide qui apparaîtra évidemment très divisé, c'est-à-dire atome par atome en quelque sorte, dans la solution. Alors maintenant, regardez, nous mettons les ions oxonium dans un tube à essai et les ions thiosulfate dans un petit bécher. Et derrière le bécher, nous avons dessiné une petite étoile. Regardez ce qui va se passer maintenant. Nous allons mettre en contact les ions H+, et les ions S2O3 2-. Voilà, ça y est, la réaction se fait. Vous voyez que on voit le soufre qui apparaît, qui opacifie la solution. Le soufre opacifie la solution et petit à petit, l'étoile qui est derrière disparaît. Et là, elle a complètement disparu parce que la solution est complètement opaque. Question, s'agissait-il d'une réaction lente ou d'une réaction rapide? Eh bien, par rapport à ce que nous avons dit dans la diapositive précédente, bien sûr, il s'agit d'une réaction lente. Voyons maintenant une autre réaction. Nous avons un bécher qui contient une solution basique dans laquelle on a mis un peu de phénylphtaléine. Vous n'en verrez peut-être maintenant plus beaucoup parce que la phénylphtaléine est interdite désormais. Et dans le tube, des ions H+. Vous savez que lorsqu'on verse des ions H+, on acidifie le milieu. Comme le milieu est basique, en versant des ions H+, je vais rendre la solution moins basique, voire acide. Regardez. Bien sûr, la question, la réaction est-elle lente ou rapide? Eh bien, vous avez vu que, instantanément, dès qu'on a versé les ions H+, c'est devenu incolore, donc c'est une réaction rapide. Maintenant, voyons la notion de durée d'une transformation. Eh bien, la durée d'une transformation, c'est la durée nécessaire pour que le système chimique passe de l'état initial à l'état final. Expérimentalement,
L'état final, c'est l'état pour lequel il n'y a plus d'évolution perceptible. Mais attention, c'est pas parce que je ne perçois pas qu'il ne se passe pas quelque chose. Théoriquement, effectivement, l'état final est atteint au bout d'une durée très longue, au bout d'un temps infini, théoriquement. Nous allons maintenant faire un suivi qualitatif d'une cinétique chimique par CCM. Pour ceux qui ne se souviennent plus, CCM, chromatographie sur couche mince, autrement dit la chromatographie que vous connaissez bien. Le montage, vous voyez, nous avons un ballon bicol, alors un col, deux cols. Nous avons également un chauffe-ballon ici, parce que nous avons besoin de faire chauffer le milieu réactionnel, et un système de montage à reflux. Dans le ballon, nous avons mis un réactif R, celui qui nous intéresse, par exemple c'est le réactif qui est cher, donc on l'a mis en tant que réactif limitant, parce que nous voulons l'utiliser complètement. Puis d'autres réactifs, mais on s'en fiche un peu, donc on écrit simplement comme ça, autre réactif, parce qu'il ne présente pas pour nous d'intérêt. Et nous allons fabriquer un produit P. C'est ce produit P que je veux obtenir, donc il a beaucoup d'importance pour moi, et d'autres produits dont je n'ai rien à faire, et d'ailleurs qui m'embêteront parce que je devrais peut-être séparer mon produit P des autres produits. Bien. Donc, on résume, on a un réactif R important, et on synthétise un produit P. Et on voudrait savoir au cours du temps comment évolue notre réaction, mais juste qualitativement, c'est-à-dire est-ce que j'ai commencé à fabriquer du produit P? Est-ce que je consomme bien mon réactif R, par exemple? Je vais préparer donc ma plaque chromato, la voilà. Vous connaissez bien, je vais tracer un trait qu'on appelle la ligne de dépôt, puisque c'est là que je vais déposer. J'ai écrit R parce qu'ici je prévois de déposer un peu de réactif, le réactif que j'utilise ici pour faire ma réaction. J'ai écrit ensuite T1, T2, T3, qui sont les dates des prélèvements que j'effectuerai dans le ballon. Et enfin, P, parce que ici, je déposerai un peu du produit que j'espère fabriquer. Attention, du produit, j'en ai, mais j'en ai peut-être très peu. C'est pour ça d'ailleurs que je veux en fabriquer. Il me reste un tout petit peu de produit, c'est tant mieux, j'aurai une référence, et maintenant, je vais fabriquer ce produit P. Alors, déposons un peu de réactif R. Voilà. Vous avez vu, il sèche très vite, ce n'est pas grave, je ne le vois plus, mais il est sur la plaque. Alors maintenant, je vais déposer un peu de produit P, voilà, hein, vous voyez, ça sèche vite. Et puis, maintenant, je vais faire mes prélèvements aux différentes dates, T1, T2, T3. Alors, vous voyez, par exemple, à l'instant T1, j'enlève le bouchon, je prélève rapidement avec le capillaire, hop, je remets vite le bouchon et je dépose. Voilà. Maintenant, j'attends 10 minutes, 12 minutes, ça dépend, et à l'instant T2, je recommence. Voilà. Hop, on enlève le bouchon, on fait un prélèvement rapide, on remet vite le bouchon et on dépose. Hop, voilà. Et bien sûr, je recommencerai plus tard à l'instant T3. Voilà, donc toujours la même chose. Voilà, on dépose. Voilà. Et maintenant, ma plaque est prête. Elle est prête pour l'élution. Alors vous voyez, une fois que ma plaque est prête, je la mets dans la cuve à chromato avec un peu d'éluant dans le fond. Je fais attention que la ligne de dépôt ne soit pas immergée. Et maintenant, évidemment, je vais laisser éluer tout doucement, c'est-à-dire je vais laisser monter l'éluant par capillarité, donc sur la plaque. Voilà, donc je laisse monter. Puis à un moment donné, je vais décider que ça suffit. Donc par exemple, ici c'est bien, on va arrêter. Donc on va sortir la plaque de la cuve. Puis on va vite, avant que ça sèche, tracer un trait pour repérer le front de l'éluant. Voilà, parce que vous voyez, ça sèche. Maintenant, comme je ne vois rien, eh bien il faut révéler à l'aide d'une lampe à ultraviolet. Voilà. Alors je vais aller mettre ça sous la lampe. Sauf qu'il ne faut pas oublier, évidemment, d'allumer la lampe. Voilà. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que mon réactif à gauche, il laisse donc
cette empreinte-là, que mon produit il laisse cette empreinte-là, donc vous voyez que le rapport frontal du réactif il est plus grand que celui du produit par exemple, et que maintenant aux instants T1, T2, T3, que dans mon ballon, à l'instant T1 par exemple, je vois que j'ai un peu moins de réactif qu'au début, puisque la tâche est moins visible, et j'ai commencé à faire un peu de produit. Puis à l'instant T2, vous voyez, j'ai fait un peu plus de produit, c'est plus foncé, mais évidemment j'ai consommé du réactif. Et là, vous voyez, j'ai commencé à consommer beaucoup de réactif parce que la tâche elle n'est pas très visible, et inversement, j'ai commencé à faire pas mal de produits. Bon, maintenant, si je veux savoir si la réaction est terminée, il faudrait peut-être faire d'autres prélèvements à T4, T5, T6 par exemple. Voilà, vous voyez à T4 que il reste encore un peu de réactif, mais que à T5 on a du mal à voir la tâche, elle est quand même un peu visible, donc il reste très peu de réactif. Puis à T6 on ne voit pas beaucoup d'évolution, on peut considérer qu'ici il n'y a pratiquement plus de réactif et que donc la réaction est terminée, grosso modo, expérimentalement. Inversement, vous voyez que à l'instant T6, je peux considérer que j'ai fabriqué mon produit. Vous voyez, c'est presque la même tâche que pour du produit P pur. Donc voilà, j'ai fabriqué mon produit, j'ai bien consommé tout mon réactif, et bien voilà. La leçon est terminée. La prochaine fois, nous verrons un suivi cinétique quantitatif, ou plutôt deux, puisque nous verrons un suivi spectrophotométrique et un suivi pressiométrique. À bientôt!